moment est venu de donner la parole à notre public. Alors nous vous proposons de lever la main et d'attendre que le micro vienne à vous. Et pour permettre à un maximum de personnes de poser leurs questions, je vous demanderai d'être le plus concis possible. Merci. Voilà, la parole est... Alors, oui, il y a comme un truc, je me dis, enfin, on va pouvoir voir ma tête à la caméra. Non, il vient mettre. Il veut l'avoir comment. J'aime bien votre profil. Ah, t'aimes bien mon profil. Mais c'est celui où il y a les moins de cheveux. Bon, top. Alors, je sais que quand il y a des questions comme ça dans une salle, c'est toujours un petit stress au départ. Donc, je vous propose de zapper la première question et de passer tout de suite à la deuxième. Donc, voilà, qui se lance? Monsieur. Voilà, on a évoqué dans une des premières interventions, une des premières questions, le fait que dans l'enseignement supérieur, les élèves qui sortent du secondaire sont facilement exclus dans le supérieur ou ne réussissent pas facilement. Alors, je voudrais avoir votre avis par rapport à un nouveau décret qui a été voté il n'y a pas longtemps par un ministre. Et on a décidé, je pense que c'est pour faciliter la réussite des élèves, de descendre le niveau de réussite. Jusqu'à présent, on devait atteindre 60% de moyenne pour réussir. Maintenant, on parle c'est décidé, on va descendre à 50%. Ça va peut-être apporter une solution justement à ce que vous évoquiez. Oui, mais je crois que, bon, tant qu'on y est, il faudrait peut-être descendre à 40%. Si on fait 8 sur 20, ce sera encore plus facile. Non, mais si, comme a dit certains, allô, quoi, allô. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a un souci. J'ai un professeur de l'ULB qui m'a écrit suite à mon livre, il allait lu le livre et qui dit il faut qu'il y ait des écoles qui résistent comme la vôtre. Cette année, en deuxième médecine, on a 87% d'échecs. 87%. En deuxième, pas en première. Donc là, il y a un réel souci. Parce que, alors, même si, bon, ils peuvent réussir plus facilement, donc on continue à propager le problème, et puis ils vont à un moment se retrouver devant la réalité d'une fin d'études. Et donc, il y a un instituteur qui m'a dit, quand on voit le scandale du CEB, hein, avec les 97% de réussite, et que bon, l'école primaire qui nous envoie toute une série d'élèves maintenant du fait du décret d'inscription, et les institutrices qui disent, j'ai une institutrice qui m'a dit, mais dans ma classe, les élèves ont réussi leur CEB, et ils ont tous en moyenne entre 50 et 53 ou 54%. Et alors, il y a un instituteur qui m'a écrit, il m'a dit, mais donc, si vous allez chez un médecin qui a 51% de réussite, ça veut dire qu'il loupe un malade sur 2. Donc, là, vous voyez, et donc, on dit, on éduque le corps. Et là, je crois que cette société un peu, tout est trop lisse. Et quand on dit, il y a un inspecteur qui m'a dit par rapport à mon livre, vous avez raison, mais ça ne se dit pas. Il ne faut pas le dire, il faut que ce soit lisse. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et là, je crois que ça, c'est pas du tout un service qu'on rend, surtout aux jeunes. Donc, repassons à 12, même si M. Marco n'est pas d'accord. Oui. Faites attention, hein, parce que s'il n'y a pas de question, je désigne. C'est comme ça, classe. J'ai mis quelques amis dans la salle. Ils vont devoir poser des questions. Je ne dis pas ça. Quelle est la différence entre l'enseignement que vous donnez et celui de Crowley qui donne bon résultat? Alors, j'aime bien votre question, parce que c'est vrai que l'enseignement de Crowley donne de très très bons résultats. Et je crois que, bon, de nouveau, c'est peut-être un petit peu trop résumé, mais je crois que quand vous voyez la population de Crowley, c'est quand même déjà une population d'adolescents qui sont suivis par leurs parents. Et donc, si on n'est pas vraiment suivi à de Crowley par son milieu familial, c'est pas évident d'avoir d'aussi bons résultats. Alors, bon, chez nous, c'était au départ, un des slogans de l'école, c'était la tradition au service de rénover. Donc, vous voyez, on reste traditionnel, mais il y a le rénover, il faut bien le faire. Et maintenant, c'est devenu la rigueur à visage humain. Donc, voilà, ça se dit bien, il faut encore de la rigueur, mais il faut énormément d'humanisme. Et j'aime bien votre question par rapport à De Crowley, parce que j'ai vécu une expérience tout au début de ma carrière, du fait du quartier des années 80 et de Roger Nols à l'époque. Il y avait vraiment un problème de personnes qui venaient voir autour de l'école
comment établir les élèves, etc. En disant si ils ont des cheveux à l'époque, des punks, etc. S'il y a des cheveux de couleur, c'est pas une bonne école pour notre enfant. S'il y a trop de t-shirts. Et donc on a eu un préfet à l'époque qui était hyper dur au niveau vestimentaire et au niveau discipline. Donc je me suis retrouvé avec une élève qui me disait regardez monsieur, le beau t-shirt rose que j'ai, et qui une heure après était en larmes parce qu'elle avait moins 5 ans d'éducation parce que son t-shirt était trop voyant. Alors j'étais allé trouver le préfet, je dis non, là bon, il y a un souci, c'est pas possible. Et donc, je lui avais proposé d'organiser à l'école tout un débat autour de la discipline. Donc, j'avais invité le préfet de l'Athénée Robert Cateau, le nôtre, le préfet de l'Athénée Charles Janssens et la directrice de Crony. Et chacun a pu, à nos élèves, donner son idée de la discipline. Vous imaginez que l'idée de la discipline du préfet de Cateau n'était pas la même idée que celle de Madame Dubreuil, qui était directrice de Crony à l'époque. Et alors, on était plus loin avec le Crony. J'avais une classe d'élèves un peu révoltés, les vrais ados là en troisième, et j'ai dit, j'ai demandé à mon préfet et à Madame Dubreuil si on pouvait le faire. Je dis, est-ce qu'on peut échanger 3 élèves pendant une journée? Donc, on envoie 3 de nos élèves à De Crony suivre tous les cours de De Crony pendant un jour, et on a même 3 élèves de De Crony chez nous. Et j'étais persuadé que nos élèves allaient dire, bon, ça là, on revient à nous, on se désinscrit, on va s'inscrire à De Crony. Et les élèves de De Crony, ils allaient être dégoûtés. Alors effectivement, les élèves de De Crony ont été dégoûtés. Quoi? Il y a des points d'éducation, il faut se lever quand le prof rentre en classe, on dit vous au prof ici, on ne dit pas Franck, comment tu vas? Bon, ils étaient, et il dit mais notre système fonctionne, etc. Et quand les nôtres sont revenus, ils m'ont dit monsieur, on ne peut jamais aller dans une école comme ça, parce que ici on est finalement, c'est vrai qu'il y a une certaine exigence au niveau discipline, mais on est en même temps materné. Là, ils doivent gérer tout au niveau de la discipline, et du point de vue de nos élèves à l'époque, et ça ne fonctionne pas, il y a toujours du bruit dans les classes, etc., ça discute dans tous les sens et tout. Bon, en allant sur une journée, on ne peut pas vraiment juger. Mais je crois que les deux systèmes sont vraiment... il y a du bon et du mauvais dans les deux systèmes. Maintenant, proposer du De Crony partout, je ne crois pas que ça pourrait fonctionner avec certains types de populations. Vous imaginez, vous avez De Crony avec certains parents qui ne disent pas le français et qui ne comprennent même pas le bulletin. Nous, depuis les compétences, par exemple, dont on parlait avec le bulletin, mettant les sortes de compétences, etc. à atteindre, on a des parents qui ne comprennent plus rien du bulletin à la pause. Et ils viennent nous dire, il a réussi mon gosse ou il n'a pas réussi, il passe dans l'autre année. Et donc, depuis 2 ans, on doit faire une feuille de simplification du bulletin où les parents ont des points et ils voient si c'est rouge ou si c'est bleu. C'est bon, tu passes. Mais ils ont tout le blabla pédagogique derrière, mais ce ne sont pas des... Et donc, des parents comme ça, je les mettais dans le système de Crony, des gosses de ce milieu-là, ils sont complètement perdus parce qu'ils ont besoin d'être peut-être alors encadrés par l'école parce que leurs parents ne peuvent pas vraiment les encadrer au quotidien. Donc, j'espère avoir répondu pas mal. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Je précise tout de suite que je ne suis pas politicien et que j'ai lu votre livre. Mais je suis quand même resté un peu sur ma faim, en ce sens que j'aurais peut-être aimé avoir l'une ou l'autre solution. Vous dites qu'il faut en revenir à des exigences simples. Nous sommes devant nos classes, quand on voit un masturbateur pédagogique qui débarque, et qu'on ne se lance pas dans les compétences, on va se faire taper sur les doigts. Alors, comment réagir? Quelle solution? Vous prenez en quelque sorte une rébellion? Une révolution? Vous prenez une rébellion? Une révolution? Non, je n'ai pas la capacité de faire ça, non. Non, mais je crois que... C'est vrai, donc le livre est imparfait. Donc j'ai dit, comme je le disais à une des élèves, j'ai dit ce qui pour moi n'allait pas, sans effectivement apporter de solution. Donc c'est pour ça que je fais le tome 2. Où j'espère apporter quelques solutions, mais qui suis-je pour apporter des solutions, franchement, simplement une réflexion du professeur de terrain. Maintenant, vous avez raison. La réunion qu'on a eue cet après-midi les professeurs de français chez nous à l'Athénée, il y avait des professeurs complètement paniqués à l'idée de voir débarquer
un inspecteur au coin et qui demande, mais voilà, est-ce que vous avez fait les formations continuées, tout le monde a fait ces formations, est-ce que tout le monde travaille par compétence, est-ce que tout le monde travaille bien ensemble, etc. Et donc il y a des gens qui sont, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Donc je crois qu'à un certain moment, moi je dirais ce qui me tient et ce qui guide mon travail de prof, ce sont les élèves, uniquement les élèves. Alors, on me demande de travailler par compétence, donc ben, c'est vrai que j'ai refait tous mes cours en séquence en parlant de compétences. Donc je suis gentil, j'obéis à la loi. Si l'inspecteur vient, il verra que j'obéis à la loi. Si l'inspecteur vient maintenant voir mon cours 5 heures par semaine tous les jours, il verra que j'obéis pas 5 heures par semaine à la loi. Mais il ne viendra pas 5 heures par semaine. Et donc là, je crois qu'on garde une liberté à ce niveau-là. Parce qu'il y a un moment où, quand les élèves, bon, notamment pour le test d'évaluation non certificatif, le test de lecture qu'on a dû faire passer au 4e, je n'ai jamais vu mes élèves, et ce sont vraiment ces 2 jeux de classe, aussi dégoûtés par un travail. En disant, mais c'est quoi ce truc, monsieur? Vous nous apprenez à lire un texte, à le comprendre avant de répondre, on ouvre le fascicule et il est écrit en grand, en encadré. Attention, en 50 minutes de cours, tu n'auras pas le temps de lire tous les textes auxquels tu dois répondre. Tu dois donc naviguer rapidement d'un texte à l'autre pour pouvoir répondre aux questions. Donc ils se trouvent là devant. Et donc les meilleurs élèves ont raté le test parce qu'eux, ils ont l'habitude de répondre à un texte quand ils l'ont lu. Et ce sont finalement ceux qui sont le plus agiles à passer, donc on développe une compétence, hein, trouver la réponse rapidement sans lire le texte. Je dis, enfin, c'est au niveau, vous voyez, par rapport aux questions qu'il y avait, si on veut former des crétins, allons-y comme ça. Parce que, bon, donc le ministère demande clairement de dire, il ne faut plus lire tout un texte pour pouvoir répondre aux questions. Eh bien, ne lisez pas votre contrat Mobistar et ne lisez pas les petits trucs qui sont en dessous, ça vaut beaucoup très cher. Hein. Enfin, Mobistar ou un autre, j'ai rien contre eux. Bon, mais, et donc, non, une révolution, non, mais je crois qu'à un certain moment, et ça, j'ai plusieurs professeurs qui, notamment, il y a un groupe de professeurs du Brabant wallon, de Braine-l'Alleud, de professeurs de français. Donc, après le test d'évaluation, certaines écoles ont été désignées pour faire une évaluation d'évaluation. Il y a tout un groupe de professeurs de français de cette école de Braine-l'Alleud qui a refusé de répondre aux questions du ministère en disant c'est de l'aberration. Et ils ont développé en 4 pages, pourquoi ils ne répondaient pas. Ils ont montré c'est une lettre remarquable, où ils ont montré toutes les incohérences, notamment de certaines personnes qui sont dans les personnes qui ont fait le test, donc certains inspecteurs ou inspectrices, et qui font des manuels scolaires où elles demandent de faire autre chose que ce qu'elles demandent dans le test. Quoi. Donc c'est une lettre remarquable. Et ils ont envoyé ça à la ministre, et puis ils l'ont envoyé à mon préfet en disant communiquez-lui. Donc, pour que mes collègues la lisent aussi. Samedi, j'ai été à une conférence près d'Arlon. Ils ont dit, à Téméroyal d'Arlon, ils ont fait la même chose. Ils ont dit non, là, déjà, perdre 3 heures de cours pour faire passer ça, ok, mais là, il ne faut quand même pas pousser. Donc, il y a une limite. Et donc, je crois que là, à un certain moment, je crois que les professeurs doivent avoir le courage de dire à un certain moment, pour le bien des élèves, à un certain moment, il faut dire non. Il faut dire non, on ne peut pas, même si on se fait taper sur le doigt. Vous imaginez que si une majorité dit non, ça peut peut-être faire bouger les choses. Si moi je lis dans mon petit bouquin, pardon pour l'expression, je suis l'emmerdeur de service, mais l'emmerdeur qu'on aura vite oublié. Si les professeurs de cette école de Braine-l'Alleud, ils ont écrit, ils n'ont eu aucune réponse du ministère. Alors la dame m'a dit, mais on fait quoi? Je dis, envoyez votre courrier à la ministre plutôt qu'à l'administration. Peut-être qu'elle le lira. La ministre m'a dit, je reçois 500 000 par jour. 500 000 par jour, dont un tiers d'insultes. Donc, alors, comment est-ce que vous voulez qu'en tant que ministre, elle puisse gérer ça? Moi, là, pour le moment, je suis à 60 par jour, ça devient gérable. Et donc, elle ne lit plus, finalement. Donc, il y a des choses, c'est des gens en dessous qui crient pour elle en disant, tiens. Et donc, mais je crois qu'à un certain moment, il ne faut pas une révolution, une rébellion, mais dire un appel au dialogue, dire, ben voilà, un peu comme je l'ai dit, comme je pouvais. Là, il y a un truc qui ne va plus, il faut pointer le doigt dessus. Et si je me suis permis de le dire,
Parce que je dis pourquoi moi plus qu'un autre, c'est grâce à une journaliste qui s'appelle Myriam Vergne et qui s'occupe de la page culture à la fin d'aujourd'hui. Oui, ce qui peut faire naître un livre. Parce que j'avais des questions, comme les professeurs ou des élèves qui sont ici dans la salle, mes questions de professeurs. Et donc moi je suis auteur pour la jeunesse et auteur tout court, mais bon, je veux dire que je n'allais pas me lancer dans des débats pédagogiques alors que je n'ai pas les compétences pédagogiques requises. Et puis, cette journaliste, un jour, on discutait d'un de mes bouquins jeunesse, elle me dit, mais donc c'est une romaniste que j'ai connue quand elle était à l'ULB, et elle m'a dit, mais enfin, je vois ce que ma fille apprend à l'école en tant que romaniste. Mais elle dit, mais c'est débile, là. Elle connaît plus sa conjugaison, et bon, le discours que beaucoup ont déjà entendu en tant que parent et grands-parents. Et elle dit, mais si moi, en tant que journaliste, j'écris quelque chose, je ne suis pas prof, je ne serai pas crédible. Si c'est un prof qui écrit ce livre, tous les profs sont des râleurs, donc il ne sera pas crédible. Si c'est des parents, ils ne sont pas profs, donc ils n'y connaissent rien. Elle dit, mais toi, tu as écrit Vocation Prof, tu es auteur pour la jeunesse reconnue, tu as écrit des livres avec tes élèves, et on sait que tu aimes ton métier. Donc, quelque part, on ne pourra pas dire, voilà un vieux râleur, on sait que tu aimes ton métier, que tu as encore publié un livre en 2010 sur l'Afghanistan avec tes élèves. Elle dit, vas-y. Et au fond, je me dis, elle a raison. Je dis, et il y a une des personnes avec qui j'ai débattu, qui m'aime bien, même s'il n'est pas d'accord avec moi, et qui m'a dit, mais c'est pas toi qui vas écrire ce livre-là, t'es crédible. Quelqu'un d'autre, un professeur aurait écrit ça, il était zappé immédiatement. Et personne n'en parlait. Et puis on dit, oui, mais c'est le gars qui écrit des livres avec ses élèves et tout ça. Mais je crois qu'alors, si il y a beaucoup d'échos qui arrivent dans ce sens-là, peut-être que certains pédagogues en chambre sortiront de leur pyjama. J'espère. Donc il n'y a pas de révolution, ça salit les rues, ça fait trop de bruit. Oui. Le mot était fort. Oui, mais à la FPBS, ils m'ont dit, alors, encore bien, il faut que les professeurs descendent dans la rue. Des discussions d'abord, quand même. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question sur votre avis concernant la formation initiale des enseignants. On a déjà eu une petite partie de réponse tout à l'heure concernant l'agrégation. Vous avez évoqué des étudiants fraîchement sortis qui n'avaient jamais entendu parler de compétences. Là, on est en train de parler de masterisation. Donc, par rapport à tout ce débat et par rapport à la formation initiale des enseignants, est-ce que là, on ne peut pas éventuellement avoir une solution? Alors, d'un côté, j'ai envie de vous dire oui, et d'un autre côté, j'ai peur qu'on va rajouter 2 ans, on va mieux les former, etc., et que ce soit encore du blabla technocratique. Parce que, je suis désolé, bon, on dit les jeunes profs ne restent pas dans l'enseignement, plus de un tiers des jeunes profs quittent après 5 ans. Je dis, moi je suis rentré en 1980, en 2013, ça fait 33 ans, et à l'époque, la formation des enseignants, franchement, avant de rentrer dans la classe, j'ai fait 10 heures de stage. 6 heures passives, assis derrière devant un prof chevronné, j'ai vu comment il donnait son cours, 4 heures actives avec les mains de prof au bout de la classe. Autrement dit, j'étais incapable de donner cours. Et pourtant, je suis encore là. Et j'ai beaucoup de personnes de mon âge qui sont encore là. Et je me souviens, donc, j'ai eu mon diplôme à l'ULB le 14 juillet. Mon ex-préfet à Fernand-Blum m'a téléphoné le 16. Il a dit, il y a des heures de latin à l'Athénée, est-ce que tu veux les prendre? Et puis donc au deuxième horaire, on a perdu les heures et j'ai été en technique non professionnelle. Et puis je me suis retrouvé dans mon ancien préfet qui était mon prof de maths en première, deuxième. Et il m'a dit, écoute Franck, on te connaît, bon c'est l'école qui est une grande famille, on essaie de leur prendre comme prof des anciens, etc. parce qu'ils connaissent l'école. Ben, à l'époque il pouvait le dire, il m'a dit, écoute, on sait que tu as bien réussi tes études et tout, mais si tu te fais chelter, il y a assez de gens dehors qui prendront ta place. Donc, tu ne dois pas te faire chelter. Et moi, je me souviens encore, j'étais avec mon petit sourire angélique en face de monsieur le préfet, et en me disant dans ma tête, avec le soprano dans le dos, comment on fait pour ne pas se faire chelter? Je dis, je ne sais pas. Et puis, bon, ben, la réalité arrive. D'abord, j'ai tiré la tête pendant une semaine, le dur là qui veut s'imposer par. Et puis j'ai dit, c'est pas moi, je rentrais malheureux à la maison, ça marchait, hein, j'avais la paix. Mais je rentrais malheureux. Et puis j'ai dit, ben non, sois toi-même, et puis on verra. Et c'est vrai, il y a eu un peu plus de bruit, mais en même temps, on écoutait, puis les élèves m'appréciaient, puis j'ai pu créer cette relation de confiance. Et cette relation de confiance, je suis désolé, je crois que c'est quelque chose qu'on crée soi-même, qui se sent
Vous pouvez faire 10 ans d'études et vous planter lamentablement parce que c'est jamais comme dans les livres. C'est jamais comme dans les livre. Et c'est pour ça que je trouve que mon métier d'enseignant est merveilleux. C'est parce que chaque année est différente et chaque heure est différente. Je crois que l'année passée, donc après 32 ans, j'ai eu la meilleure quatrième que j'ai jamais eue. Et c'est quoi? C'est une magie qui se passe entre les élèves et moi. Pourquoi eux, alors que ceux de cette année, ils sont tout aussi sympas, mais il y avait 2-3 personnalités dans la classe de l'année passée qui ont fait qu'il y a un lien qui s'est créé, j'aurais pu lancer l'année passée un projet, écrire un livre ou quoi, ça aurait été absolument formidable. Les circonstances ont voulu que j'ai pas eu l'occasion ni le temps de le faire, mais ça vous n'apprenez pas, même si vous faites 5 ans, etc. Donc, moi je crois que par rapport à la formation, je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut mettre les jeunes professeurs, effectivement, comme on le fait, beaucoup plus en contact avec la réalité. Mais surtout, on m'a demandé d'avoir des stagiaires dans ma classe qui venaient donner un cours de français avec tout le jargon et la préparation jargonnante. Et puis, les élèves, quand elles sortaient, la fille, je me souviens, elle était absolument sympa. Et quand elle sortait, les élèves me disaient « Monsieur, vous ne pourriez pas recommencer la leçon, parce qu'on n'a rien compris. » Et alors, donc je lui ai dit, elle s'appelait Johanna, j'ai dit « Johanna, est-ce que tu ne pourrais pas donner cours normalement pour qu'on te comprenne ?» Et elle dit « Oui, mais si j'ai ma maître de stage qui vient et que je n'utilise pas ces mots-là, je me fais saquer. » J'ai dit « C'est pas grave, il y a des vitres dans le couloir, on voit qu'il arrive. J'ai pas envie d'avoir 10 heures de cours jargonnants. Je dis, tu donnes ton cours, tu t'as ta prépa, et vous voyez, quelque part, on n'a pas menti, tu as ta prépa, dès qu'elle arrive, tu peux changer de registre, il n'y a pas de souci. Et je me souviens de ce jour-là, elle avait vraiment, je me dis, ça va être une bonne prof, c'est assuré. Elle avait le feeling et tout ça, elle arrivait à écouter les élèves et tout. Et puis, je me souviens, donc la maître de stage est arrivée, avec tous ses principes, etc. Il y a eu un petit froid dans la classe. Elle était assise là, moi j'étais assis derrière, et j'ai un petit élève qui s'est retourné, et qui, oubliant qu'il y avait dans le même axe la maître de stage et moi, qui me l'a montré, qui a fait ça. Parce qu'il ne comprenait rien. Et j'ai dit, ben oui. Et donc, si c'est pour les former comme ça, autant qu'on ne les forme pas. Et en même temps, c'est vrai que M. Minguin m'a dit, le chef de cabinet de la ministre, il dit c'est intéressant qu'il y ait un métalangage sur l'enseignement. Oui, pour les spécialistes. Mais il y a des collègues là, qui parlaient de ce qu'elle faisait au niveau compétences en 3e. La collègue de 5e est à regarder, on avait pas compris ce qu'elle a dit, on n'avait pas compris. Pourtant, on parle de français, nous aussi. Et quand les élèves ne comprennent pas, j'ai vu l'interro de 3e qui était sur mon habit de fenêtre ce matin et donne des arguments exemplifiés. Argument, tu donnes des exemples, c'est aussi clair. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je voulais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant les profs, les apprentis profs, les stagiaires, au fil du temps, en ayant eu leur formation, n'abandonnent pas leur jargon, leur vocabulaire un peu huppé, un peu élitiste, incompréhensible, et pour le laisser à un vocabulaire plus adapté, pour voir s'ils ne s'adaptent pas aux élèves au fil du temps qu'ils les connaissent. Je crois que la réalité les amène à s'adapter. Parce que si avec des élèves vous gardez ce jargon-là, même dans une école tranquille, vous vous suicidez pédagogiquement. Au revoir, madame Sévère. Voilà, je suis remarqué partout que vous en avez. Allez, merci d'être venu. Donc, excusez la parenthèse, j'ai pas mis mal. Non, je crois que l'important, c'est vraiment que... L'important, je le disais, c'est d'abord la relation. Et c'est la relation à l'autre. Et donc, je crois qu'un bon prof va se rendre compte, un jeune prof, qu'il soit jeune ou plus âgé, mais il va se rendre compte
tout de suite si ça ne passe pas, si le courant ne passe pas avec les élèves. Et le jargon coupe de la réalité de l'autre souvent, surtout quand c'est dans des milieux plus difficiles. Et je vous dis tout ça en ayant la chance d'être dans une école, on a plein de demandes d'inscription parce que dans une commune difficile et quand même paupérisée, c'est une école qui a gardé le cap, quoi. Et donc, qui permet à tout type de jeunes de pouvoir faire des études après. Mais il ne faut quand même pas. Si vous passez toute la tête de nos élèves, voilà, vous les rencontrez pas. Bien. Je reconnais que je n'ai pas lu de livre, mais je vais me permettre une autre question sur un thème qui n'a pas encore été abordé. Que prenez-vous comme travail à domicile pour vos élèves, pour d'autres élèves, en quantité, en type de travail? Ça, c'est très difficile de ma part, parce qu'il y a ce que mes collègues demandent, etc. aussi. Hein, donc, je prends par exemple l'argument on a dit que le travail à domicile c'était stigmatisant et antidémocratique, parce que ça permet. Et oui, quelque part, c'est vrai. Hein, il y a des ministres qui ont dit ça, que les devoirs à domicile ou que les dictées, en français, il fallait les supprimer parce que c'était stigmatisant pour les élèves qui n'avaient pas un bon milieu social pour pouvoir étudier. Et donc, ça les stigmatisait par rapport aux autres qui avaient un bureau. Alors, quelque part, c'est vrai. On a découvert il y a quelques années qu'on avait une élève kosovare sans papier et qui vivait dans 2 pièces à nuit. Alors, comment cette fille est arrivée jusqu'en 5e d'humanité sans jamais avoir d'examen de passage? Moi, j'ai toujours la question, elle me disait, j'étudiais avec ma petite sœur pour les genoux. Et donc, je crois que quand même, encore une fois, c'est une question de bon sens. Il y a des travaux que je demande à mes élèves, des lectures de livres, par exemple pour le français, des lectures de livres avec des dates fixes, etc. Et que c'est vrai que je ne sais pas ce que mon collègue de maths ou mon collègue de chimie ou un autre d'anglais va leur demander, et s'ils ont 6 ou 7 interrogatoires le même jour, quand ils ont été prévenus, on peut peut-être, ils ont eu le temps de s'organiser, mais parfois ils n'ont pas le temps de s'organiser, et donc là ça se négocie avec eux. Mais je crois qu'en même temps, vous voyez, ne plus leur donner de devoirs ou ne plus rien exiger, c'est ce que monsieur disait au départ, alors ils se retrouvent à l'université ou en école supérieure, et ils sont dans le caca. Donc, voilà. Bonsoir. Monsieur le Président. Trop d'honneur. Donc, je suis président de l'association des parents. Donc, c'est bien le savoir. Et donc, en tant que parent, moi j'avais une petite question. Quel est selon vous le rôle des parents, justement, à l'école? Je crois que le rôle des parents, c'est de soutenir, d'abord, c'est de soutenir leur enfant. Donc, ça, voilà. Si les parents font ça, c'est parfait. Il y a des parents, on l'a dit, qui ne peuvent pas le faire. Maintenant, ce que j'ai remarqué, notamment sur le terrain, j'entends, il y a certains parents dont il y a parfois eu certaines dérives, notamment depuis la possibilité de faire des recours, où on voit que certains parents ont mal compris le système des recours. Donc, de nouveau, ça permet de pallier à des quelques injustices, mais quel pourcentage d'injustices. Maintenant, le système des recours devient une possibilité de 3e session pour plein de parents. En disant, mon gosse a un échec, il n'a rien fait, je vais faire un recours. Et là, je trouve pas que le rôle des parents, là, il y a un problème, je dis même à mon niveau éducation. Parce que, ou des parents, j'ai l'éducatrice qui avait sanctionné un gamin parce que, à la cour de récréation, il avait pris une canette et il l'avait jetée vers son copain. Et la maman qui était le lendemain, j'étais là, devant ma collègue éducatrice, qui disait, Madame, j'exige que vous enleviez cette sanction parce que mon fils ne peut pas faire ça. Et l'éducatrice s'est dit, Madame, je l'ai vu, il l'a fait devant moi. Madame, vous mentez, ce n'est pas mon fils. Et ça, elle disait devant son fils. Alors comment voulez-vous que ma collègue de 30 ans ait encore une crédibilité par rapport à des adultes? Là, il y a un souci de la part de certains parents qui sont interventionnistes pour tout. Si certains professeurs prennent une sanction ou quoi que ce soit, je ne vais pas revenir au fait que vous en remettez une à votre enfant parce qu'il y a une sanction à l'école. Mais à un certain moment, de dire que le rôle des parents, c'est effectivement à la fois de soutenir